Elle est la directrice des ressources et la promotion de l'agriculture biologique. Son activisme est en faveur des processus participatifs à travers les droits des femmes, l'écologie, et elle a beaucoup d'expérience dans l'ingénierie génétique et l'impact négatif de la mondialisation. À travers des années, elle a reçu beaucoup de prix et de recognition. Donc, bienvenue, Dr. Vandana Shiva. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Notre prochain panéliste est Madame Mariam Mayet. Elle est la directrice exécutive pour la biodiversité en Afrique du Sud. Avec son leadership, elle a un bon record de travail qui est basé sur l'évidence et la preuve. Elle est très connue dans le continent et elle est connue par beaucoup de personnes comme Mère Afrique, Mama Africa. Elle travaille sur les systèmes justes, les systèmes alimentaires justes. Donc, Mariam, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Mama Africa. Et maintenant, on a aussi avec nous Timothy Wise. Il est conseiller senior pour la politique agricole et la pêche. Il a publié un livre qui s'appelle Eating Tomorrow et la lutte pour l'avenir de l'alimentation. Il lutte contre la mondialisation et est un chercheur à l'université de Tufts où il a fondé et dirigé un programme sur la durabilité. C'est un plaisir de vous avoir ici sur ce panel. Merci beaucoup, dit Timothy. Ceci est une session interactive, donc nos participants peuvent noter leurs questions. J'aimerais commencer avec Madame Vandana Shiva. Vous avez écrit plusieurs livres sur les systèmes de la biodiversité. Est-ce que vous voulez partager vos pensées sur les forces systématiques et les multiples chocs qui ont confronté nos systèmes alimentaires? Merci beaucoup, Barbara. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous joindre ici sur cette conférence, le ORFSC, parce qu'on est très fortement menacé. On doit nous rejoindre pour défendre les agriculteurs réels et l'agriculture réelle, parce que c'est impératif. C'est pas facile de, en 15 minutes, vous expliquer toutes mes recherches et 500 ans de colonialisme. J'ai appris tout ça. J'ai appris que le colonialisme du passé et du présent change juste ses vêtements, mais les tendances sont toujours les mêmes. J'aimerais aussi saluer mes agriculteurs indiens qui ont fait des blocades à Delhi pour plus qu'un mois maintenant. Ils luttent pour survivre. Et je lutte à ses côtés depuis 1984, quand la révolution verte explosait. 30 000 personnes étaient tuées à Punjab. Il y avait des protestes, il y avait des manifestations. Ils ont bloqué les rues. Et en 1994, les désastres de Punjab et une fuite de pesticides dans une plante qui est maintenant gérée par DuPont. Ceci m'a vraiment mené sur le chemin. Derrière moi, vous pouvez voir Einstein, parce que moi, j'ai étudié physique. Mais après 1984, je voulais vraiment étudier l'agriculture post-industrielle. Donc, je me suis concentré mes efforts sur ça. Le premier colonialisme était pour les accaparements des terres.
et la richesse générée par les petits exploitants. Et puis, des forces ont colonialisé 85% du planète. 45 trillions, 1000 milliards de dollars ont été transférés au Royaume-Uni pendant cette période très courte du colonialisme. 60 millions de personnes ont été laissées pour mourir de faim. C'est pour ça que la dernière faim du Bengale est arrivée en 1942. Il y avait beaucoup de riz, mais tout a été exporté. Et les Britanniques ont gagné plus d'argent dans cette année quand 2 millions de personnes sont mortes. Cela nous a poussé notre mouvement et le mouvement anticolonialiste. Et beaucoup de femmes se sont passées pour protéger leur riz. Dans cette première colonisation, si c'était l'Australie, l'Afrique, l'Amérique latine, le Canada, les États-Unis, la terre était déclarée comme vide parce que les indigènes n'étaient pas des humains. Donc, il y avait cette sensation de supériorité blanche que nous parlons toujours aujourd'hui. Ils pensaient que les indigènes n'existaient pas. Et donc, la terre était appelée terra nullius, que c'était vide. Et il y a beaucoup de jurisprudence qui date depuis. Donc, c'était la crise en Punjab qui m'a poussée à vraiment comprendre ce qui est arrivé et aussi pour la Révolution verte. C'était une imposition des chimiques qui ont été découverts par Hitler. Il y avait un surplus de ces chimiques. Et puis, ils ont menti et ils nous ont dit que ce n'était pas possible de nourrir toutes ces personnes sans des chimiques. Donc, 1984 était la première éruption de la mécontentement avec les agricultures. Donc, même aujourd'hui, si vous regardez les placards, les agriculteurs évoquent le mouvement qui date de 1857. Ça, c'était le premier mouvement des paysans. Ça, c'est la décolonisation. Et les agriculteurs ont des placards qui est noté dessus 1857. Et on peut voir ça aussi dans les manifestations à Delhi aujourd'hui. Et puis, il y a la recolonialisation avec les ajustements bancaires, l'OMC et des mesures phytosanitaires. Donc, il faut créer des aliments toxiques et le fast-food aussi, bien sûr. C'est pour ça que maintenant, nous avons une explosion des maladies chroniques. Et même la pandémie est causée par ce post-vérité. Ils nous disent tout le temps que le but, c'est de nourrir tout le monde. Mais il y a beaucoup de destruction. Il y a des nouvelles technologies, mais il y a aussi des nouvelles sortes de violences. On parle souvent des GMO, et puis il y a la technologie de... j'ai écrit beaucoup de livres. La colonisation déclare les semences comme une invention de Monsanto. Donc, ils ont déclaré les semences comme des ressources biologiques vides. Donc, moi, j'appelle ça bio-nullius, comme le terme nullius que j'ai mentionné avant. Quelque chose qui peut être colonisé. Donc, cela a mené à une répétition de la tendance
qu'on a vu avant. Donc, la colonisation du Sud est arrivée en même temps que les nouvelles législations. Donc, ça, c'est un point clé. Réduire des systèmes économiques et des ressources naturelles. Ça, c'est la magie de comment générer des profits et des revenus et de l'argent. Il parle tout le temps de l'innovation. Ça, c'est la colonialisation avec la technologie. J'ai vu ça dans le traité de Paris. Tout à coup, notre vocabulaire a complètement changé. Bill Gates ne sait pas parler l'anglais. Il parle de la décarbonisation. Quand toute la vie est carbonisation, la photosynthèse crée de l'énergie. Il y a de la carbone morte. Mais la vie est de la carbone. Mais il veut décarboniser parce qu'il commence une guerre contre la vie. La digitalisation, les génomes, le protocole Nagoya et le traité des semences de la FAO. Toute cette légalité, il justifie comme la dématérialisation. Non, la semence est toujours là. Et ça a été utilisé par les agriculteurs pour des milliers d'années. C'est une forme de piraterie. Donc, on a mené un rapport et mon collègue Rishi va parler de ma part le 12. Si nous regardons la colonialisation d'aujourd'hui, quelles sont leurs puissances? C'est le 1%, c'est les géants numériques. Facebook a vraiment essayé de s'impliquer dans l'agriculture indienne, mais on a lutté contre ça. Monsanto a écrit de la législation sur la propriété intellectuelle, mais à chaque fois, on a lutté contre ça. Donc maintenant, Facebook et Monsanto, ils se cachent derrière les partenaires indiens quand c'est vraiment de la récolonisation. Donc il y a le big tech, il y a des cartels, et puis il y a la finance. Mon livre parle des billionnaires qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la mondialisation. Donc maintenant, il y a le BlackRock et Vanguard. Ils contrôlent toutes les corporations et les investissements. Donc, quand on regarde l'Amazon qui est en train de brûler, ça c'est à cause de BlackRock. Quand on voit la dérégularisation en Europe, c'est Vanguard, c'est à cause de Vanguard, parce que les acheteurs appartiennent à Vanguard. Ma vie a commencé en disant qu'on ne peut pas inventer des semences. Il faut protéger la liberté de diversité et puis il faut honorer la diversité de nos agriculteurs du passé. Les nouvelles tendances aujourd'hui sont donc l'aliment faux. Donc, il y a cette tendance d'aliments qui sont plant-based, sont basés sur les plantes. Ça veut dire que si vous voyez un aliment qui dit plant-based, ça veut dire que c'est créé avec des ONG et le soja. Il faut vraiment garder l'agriculture vraie. Et puis, il faut reconnaître ce que vous mangez. Il ne faut pas créer des burgers avec du sang faux. Ce que j'ai appris, c'est que tout le monde a mangé biologique avant la révolution verte.
Ils ont subsidié jusqu'à ce que les aliments chimiques ont gagné. Et ils vont faire un luxe des aliments vrais. Et le reste des personnes doivent manger des burgers impossibles que l'argent de nos États va subsidier. Donc, vraiment, ensemble, on est vraiment dans un... Il faut reconnaître qu'on est dans un nouveau contexte. Il faut protéger la vie de tout le monde. Tous êtres humains doivent manger et nous sommes tous liés dans un réseau. C'est pour ça que l'agriculteur vrai doit être la révolution de nos temps. Merci. Merci beaucoup, Dr Vandana Shiva. Très complet, porteur d'espoir pour chacun d'entre nous. J'ai beaucoup aimé votre conclusion. Nous sommes tous connectés. Et la vraie agriculture est la solution. Merci, Dr Vandana Shiva. Avez-vous des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Mais je vais tout de suite donner la parole à Madame Mariam Mayette. Merci, Mariam. Mariam est l'auteur de rapports et de recherches sur l'impact de la biodiversité en Afrique, l'impact des chocs auxquels font face les agriculteurs et les liens entre ces différents chocs. Il s'est penché sur des pays comme le Zimbabwe, le Malawi, des pays touchés par des cyclones et d'autres catastrophes naturelles. Mariam, pourriez-vous nous donner la perspective africaine de ce à quoi font face les agriculteurs? Bonjour à tous, merci. Merci de m'avoir invité à partager mes réflexions. C'est un plaisir et honneur pour moi de partager cette plateforme avec Vandana et Tim. Je suis aussi très reconnaissante envers notre amie Barbara, qui est la modératrice de cette séance. L'année dernière, nous avons mené des recherches qui ont eu pour résultat une série de documents qui se penchaient sur les chocs convergents qui frappaient le continent africain, y compris les impacts du changement climatique, les cyclones, l'épidémie d'Ebola, qui est devenue une pandémie, les insectes dévastateurs, ravageurs, et la COVID-19, ainsi que l'interface avec les conflits dans la région. Dans le contexte des applications pour les petits agriculteurs. Pour être honnête, le contexte est terrifiant. Il s'agit des cavaliers de l'apocalypse. Ce serait drôle si ce n'était pas aussi tragique. Nous avons regardé les caractères interconnectés du changement climatique et du développement extractiviste et de son rôle dans l'instabilité sociale et politique et dans l'insécurité concernant les systèmes alimentaires sur le continent, qui renforce encore la crise existentielle et systémique auquel nous faisons face dans le monde, à laquelle nous faisons face dans le monde. Ce travail nous a donné aussi une chance bien nécessaire d'honorer les travaux et les luttes de nombreux mouvements, en particulier les petits agriculteurs de tout le continent, tout au long de ces longues décennies. Donc cette conférence va porter 3 parties. Je vais vous présenter une vue d'ensemble de nos résultats essentiels et je vais me pencher sur des changements de paradigme et puis quelques réflexions encore. Pas uniquement pour les Africains, mais pour les mouvements sociaux mondiaux vers un programme de décolonisation panafricain. Il s'agit d'un programme urgent et indispensable. Voici quelques-uns de nos résultats essentiels. Les interventions de développement renforcent d'habitude la dette, l'exclusion sociale de l'Afrique. Elles renforcent la dépendance aux projets liés, intensifs en capitaux et aux chaînes de valeur internationales qui contribuent à créer des conditions
de vulnérabilité extrême face au choc. Pour toutes les personnes sur le continent, mais en particulier les petits agriculteurs. Des chocs tels que, par exemple, les ravageurs, les insectes ravageurs et la pandémie de Covid-19. Nous savons déjà que la Banque mondiale s'est assurée que de grandes parcelles de terrain en Afrique aillent à l'agribusiness, surtout venant du Royaume-Uni, de la France et de la Chine. Cette évolution n'est pas une initiative publique-privée, c'est un projet de développement privé qui a dépossédé les petits agriculteurs parce que les cultures traditionnelles sont usurpées pour l'exploitation minière et l'industrie agricole. Cela renforce les relations de dépendance entre l'Afrique et le reste du monde, pas uniquement l'Afrique et le Nord. Je tiens à le souligner. L'ouverture des forêts primaires pour l'exploitation minière, l'industrie agricole, etc., sont aidés par la financialisation. Vandana en a parlé. Il s'agit d'un phénomène qui est lié à la puissance de la finance mondiale, du capitalisme. C'est ce qu'ont dit nos amis chez FIAN International. L'expansion de l'agribusiness et des monocultures est depuis longtemps associée au crédit des institutions financières. Le rythme du capitalisme dans l'agriculture s'est encore accéléré. Il a promu la dépossession de peuples ruraux et de communautés. Ils ont dû fuir leur territoire. En RDC, qui est pour nous le symbole de l'avenir du reste du continent, le conflit en cours est étroitement lié à la richesse minérale. Il a joué un rôle pour aggraver la crise de l'Ebola. Le conflit armé a affaibli les services sanitaires et a diminué le nombre de travailleurs de la santé disponibles, ce qui est encore exacerbé par l'austérité. L'Ebola n'a fait qu'aggraver les chocs existants, montrant l'interconnexion entre les pertes économiques, la subordination économique, les conflits armés et les systèmes de santé publique fragiles. Comment peut-on s'attendre à ce que l'Afrique tolère cette situation? Ce sont des décennies de mesures d'austérité imposées par la FMI et par la Banque mondiale qui ont empêché des systèmes de soins de santé publics fonctionnels. Regardez la situation sur le continent, des niveaux de pauvreté élevés qui ont une influence grave sur la santé des habitants. Les multinationales agissent en tant qu'institution de crédit. Comment osent-ils? Nos ressources naturelles ont été exploitées de manière continue. Détruites en continu. L'Afrique est l'un des fronts pour la production d'huile de palme industrielle, principalement en Afrique centrale et de l'Ouest. On retrouve aussi du café et d'autres cultures qui sapent les activités agricoles locales, qui poussent les petits agriculteurs à fuir leurs terres. Les petits agriculteurs travaillent dans les villes locales de la région, un travail non protégé, où leurs droits ne sont pas protégés. Beaucoup d'agriculteurs sont encouragés à opter pour la monoculture ou à travailler en tant que travailleurs agricoles exploités sur ces fermes. Cela contribue à l'érosion de la sécurité alimentaire dans la région. Les pressions extrêmes sur les moyens de subsistance en raison des conflits, le secteur de l'extraction et l'absence horrible de soutien aux petits agriculteurs forcent de plus en plus de personnes à passer
à l'exploitation minière industrielle, artisanale. On l'a vu au Mozambique et en RDC et encore dans d'autres pays. Ce n'est pas leur faute. Et cela crée encore de nouvelles maladies zoonotiques. En tout cas, c'est très probable. Nous devons changer cette situation. Nous ne pouvons plus la tolérer. Lutter contre les pandémies, contre la déforestation ne peut pas être... il ne faut pas oublier dans cette lutte les petits agriculteurs, les écosystèmes. Pour cela, nous devons rejeter et interdire les logiques écocides de financiarisation et d'extractivisme, qui sont les moteurs des fortunes humaines et écologiques et des destins. Nous devons faire cela. Nous n'allons pas accepter quoi que ce soit d'autre, je vous le promets. Se rendre compte du contexte politique et économique de cette dégradation et des chocs qui ont contribué est non seulement critique, mais c'est aussi indispensable. Nous sommes particulièrement inquiets des perspectives écologiques promues par les multinationales, principalement du nord de notre globe. En général, elles manquent de présence humaine. Ce sont parfois des voiles derrière lesquels la destruction écologique continue et continue à désautonomiser les communautés qui dépendent de la région pour leurs moyens de subsistance. Donc nous dénonçons ce que nous voyons comme l'engagement à doubler la taille des zones protégées. Nous devons changer ces politiques coloniales liées au commerce international et aux investissements qui sont implicites dans les politiques liées à l'utilisation des terres, à la propriété des terres et au modèle de concession. Les faux discours qui nous disent que les petits agriculteurs sont inefficaces, non productifs et qu'ils encouragent la déforestation doivent être prouvés, doivent être refusés. Il faut rétablir des liens entre fermes. Il faut reconnaître et mettre en œuvre tout cela. L'urgence ne peut pas être sous-estimée étant donné le nombre de chocs et le nombre de catastrophes chroniques. Il est nécessaire de faire face à ce problème chronique. Il faut éviter les déplacements des systèmes alimentaires qui sont la base des moyens de subsistance des paysans. Dès lors, les efforts de reconstruction doivent se pencher sur le rétablissement de systèmes justes, locaux et écologiques dans lesquels les systèmes d'exploitation agricole sont centraux. Au niveau mondial, la coopération est nécessaire pour interdire les flux financiers illicites des entreprises qui opèrent dans le Sud, qui à nouveau promeuvent l'extraction de ressources naturelles avec pour retour plus d'emprunts, plus d'aides, plus de dettes, dans un cercle vicieux infini de destruction. Alors, nous le disons à nouveau, nous ne tolérerons plus cela. L'on s'attend à ce que les grands projets à l'horizon, comme l'on le voit au nord du Mozambique, ne seront pas à une amélioration des conditions de vie. Au contraire, ils maintiendront le pouvoir des élites politiques, ils empêcheront des changements transformateurs et ils plongeront un pays comme le Mozambique et d'autres pays vers davantage de dettes et vers une crise écologique. Pour conclure, nous espérons que nos recherches contribueront au développement de projets politiques solidaires avec toutes les nations, avec tous les peuples du monde qui sont pris dans les forces de la destruction, mais qui continuent à travailler pour un futur égalitaire et juste. Nous vous invitons à continuer ce travail avec nous, avec toutes les organisations, réseaux et communautés, et en particulier avec les petits agriculteurs qui veulent encourager la vie de toute l'humanité, de toutes
la vie non humaine et de toutes les forces de vie qui nous relient. Merci. Merci beaucoup, Mariam, pour cette présentation sur ce qui se passe dans le continent africain. J'ai bien aimé la fin de votre présentation lorsque vous avez parlé du besoin de renforcer les liens entre agriculteurs. Nous devons lire plus sur vos recherches. Je suis certaine que Mariam partagera les liens sur ses recherches. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Tim de prendre la parole. Tim va vous parler des solutions de décolonisation. Comme nous le savons, les solutions proposées par les institutions mondiales et les multinationales ne sont pas bonnes. Elles ne résolvent pas les problèmes sous-jacents au choc écologique dont a parlé Mariam. Nous avons besoin d'une solution avec une relation plus équilibrée avec les systèmes naturels. Certaines solutions se concentrent sur les organismes génétiquement modifiés. Tim a fait une analyse intéressante des fausses solutions du projet agricole. Alors, Tim, pourriez-vous nous parler des résultats de vos recherches? Merci. Merci beaucoup, Barbara. C'est un plaisir d'être ici et de partager cette scène virtuelle avec Vandana et avec Barbara sur un sujet aussi important. Je pense que Mariam et Vandana ont bien expliqué l'idéologie, l'histoire du colonialisme et du néocolonialisme qui s'expriment de différentes manières. Je vais vous parler d'une des manières dont ils s'expriment avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Les colonisateurs affirment que leurs technologies sont supérieures et cherchent à détruire les pratiques existantes. Ils disent qu'elles sont trop anciennes, même si parfois elles sont plus efficaces, plus innovantes et plus durables. Comme l'a dit Vandana en Inde. Les Britanniques sont arrivés et ont détruit l'industrie du textile pour ouvrir un marché pour leurs propres biens et éliminer la concurrence. Nous avons vu la même chose arriver, qui s'est passée en Afrique avec l'agriculture et avec la révolution verte. Nous l'avons vu aussi récemment avec une attaque récente contre l'agroécologie, qui a de plus en plus d'importance, d'intérêt au niveau international et dans toute l'Afrique. Ces attaques prennent la forme d'une approche très néocoloniale, nous disant que toute personne s'opposant à l'avancée des technologies agricoles modernes condamne les agriculteurs pauvres à la pauvreté, justement. Par exemple, le financement de la pauvreté, de la malnutrition et des dettes, c'est l'une de ces attaques contre le financement de l'agroécologie. Ou alors les impérialistes de l'agroécologie se disent vertueux. C'est une autre attaque. Voici encore une autre. Un consultant en relations publiques africaines a dit dans un article, ils se prétendent pro-paysans, mais ils empêchent les agriculteurs africains d'utiliser les OGM, les pesticides, les engrais et d'autres
outils agricoles avancés. C'est un programme radical qui est la face du néocolonialisme, qui est le visage du néocolonialisme. C'est en partie une réponse à la réussite de l'agroécologie, à son succès et aux échecs de la Révolution verte. Je suis choquée par deux mes informations ici. D'abord, caractériser l'agroécologie de manière qui ne reflète pas les avancées scientifiques qui ont été faites dans différents domaines. Et les critiques semblent mal informés ou en tout cas ignorer ces réponses. Ils présentent cela comme une défense de la science, mais en fait, ils attaquent la science écologique. Deuxième point, et qui est souvent moins connu, c'est lorsque l'on parle de ces méthodes agricoles modernes, soi-disant, celles de la révolution verte, comme des innovations nouvelles qui donnent de bons résultats pour les agriculteurs et pour la production alimentaire. En fait, elles ne sont pas nouvelles et c'est un échec dans l'Afrique, comme cela a été le cas en Inde et lors de la première révolution verte. L'Alliance pour la révolution verte en Afrique est la pionnière de cet effort. Ce n'est pas le premier bailleur de fonds, mais c'est l'une d'entre elles. Elle a été fondée en 2006 avec $1 milliard. 2 tiers viennent de la fondation Bill Gates, avec des subventions dans 13 pays principaux. Et les objectifs sont de doubler l'activité et les revenus de 30 millions de petits agriculteurs et de diminuer la sécurité alimentaire de moitié en 2020. Il est soutenu par d'autres bailleurs de fonds, des gouvernements entre autres, qui ont dépensé jusqu'à $1 milliard par an pour subventionner l'adoption de ces technologies de la révolution verte. Malgré le fait que nous soyons arrivés en 2020, l'échéance pour l'atteinte de ces objectifs, il n'y a pas d'évaluation de progrès ou d'avancée publiée. Et nous savons qu'en fait, ils ne veulent pas nous montrer les documents qui nous montrent leur échec. Mais l'un des points frappants de notre étude, de ces impacts, c'est à quel point cet argent ne fonctionne pas pour ces nouvelles technologies. On sait qu'ils n'ont pas atteint 30 millions de petits agriculteurs. Dans une petite étude, un projet au Ghana, les évaluateurs ont montré que les agriculteurs qui ont participé à ces séances de formation, et parmi eux, très peu ont adopté les nouvelles technologies. Ceux qui l'ont fait ont vu des améliorations de rendement très limitées de l'adoption de leurs nouvelles technologies, donc ils n'ont pas continué dans cette trajectoire. Et la sécurité alimentaire et les revenus n'ont pas augmenté par la suite. Cela se reflète dans les autres résultats de notre étude publiée l'année dernière. Le lien a été posté sur le chat, je pense. Il s'appelle « Fausse promesse ». Les améliorations en productivité ont été limitées et même pour la semence la plus soutenue, donc le maïs. En Inde, c'était le blé. En Afrique, c'est le maïs. Mais ils n'ont une augmentation du rendement que de 29%. Ils avaient promis un doublement de la productivité. 29%, ce n'est pas une croissance rapide de rendement. En plus de cela, il y a eu un déclin ou une stagnation dans les cultures nutritives, comme l'a vu l'Inde. L'attention portée au maïs, à la semence favorite, a poussé les cultures vers le maïs et a poussé à abandonner d'autres semences. Le millet, par exemple, qui a connu un déclin de 24% de la production au même moment, dans cette période de 12 ans. Une diminution des rendements. Le sorgho, avec une croissance de 3% uniquement. Encore le cassava, donc une diminution de 6%. Patate douce, 7% de déclin. Cassava, le manioc en français. Donc, à nouveau,
on a encouragé une semence au détriment des autres. Cela poussait à un déclin de la diversité des cultures, donc un déclin de la diversité nutritionnelle pour les agriculteurs. Nous avons inventé quelque chose que nous appelons l'indice de rendement stable pour combiner les améliorations de rendement pour une série de semences. Et donc, pendant ces 12 ans, le rendement n'a augmenté que de 18%. Donc, c'est un rendement très lent. Cela n'a rien à voir avec les 100% promis. Donc, il s'agit en fait d'extensification. Ce n'est pas ce qu'a promis Agra, qui était une intensification durable. Cultiver plus de nourriture sur les terres de production. Dans le maïs, plus de la moitié de la croissance de production que l'on a vu venait de l'expansion des terres plantées. Par exemple, en Zambie. La Zambie a presque triplé la production de maïs. Ça a l'air d'être une réussite, mais ce n'est pas. Les rendements étaient de jusqu'à 27%, mais les cultures ont doublé. Ce n'est pas un programme durable. Notre résultat final, c'est qu'il n'y a aucune preuve d'augmentation des revenus. Les niveaux de pauvreté restent élevés. L'insécurité alimentaire, en fait, augmentait avec un nombre de personnes sous-nourries dans ces pays qui a augmenté de 31%. Le Rwanda est un bon exemple. C'est vu comme un modèle agricole parce qu'il a créé une augmentation de la production de maïs, une multiplication par 4, avec un rendement qui a augmenté de 66%. Le ministre de l'Agriculture est maintenant, ou la ministre de l'Agriculture à l'époque est maintenant la présidente de l'AGRA. Elle est maintenant envoyée spéciale des Nations Unies pour les systèmes alimentaires. Dans notre rapport, on dit que le Rwanda est l'exemple pour Agra. Donc, les terres ont été dédiées au maïs. Les terres de culture du maïs ont augmenté de 100%. Le sorgho a décliné. La production de sorgho a décliné de 17%. La culture de manioc a diminué de 16%. Donc, le rendement a augmenté uniquement de 24%. La pauvreté extrême reste à 60%. Elle a à peine décliné. Et tout ce maïs, avec cette multiplication de la production de maïs, le nombre d'agriculteurs sous-nourris a augmenté de 40%. Ce n'est pas un modèle de réussite. J'appelle cela mettre tout l'engrais dans le nouveau modèle. C'est la même approche que la première révolution verte, avec les mêmes technologies. C'est vendre ce qui a été un échec par le passé comme une innovation. Mais la vraie innovation vient de l'agroécologie, soutenue par la science. Dans les terres les plus sèches de l'Afrique de l'Ouest, il y a un autre type de révolution verte. On appelle ça l'agroforesterie, avec des arbres sur les terres cultivées pour les restaurer. Une augmentation de 40 à 80% des rendements et des revenus des agriculteurs. Pour conclure, permettez-moi de dire que les personnes qui critiquent l'agroécologie, à l'instant, sont désespérées parce que l'agroécologie fonctionne et elle gagne de l'élan au niveau mondial. Le discours selon lequel la seule chose qui pourrait améliorer l'agriculture en Afrique est la révolution verte ne représente pas la réalité. Il surestime les niveaux d'innovation de la révolution verte pour les petits agriculteurs et il surestime l'efficacité de ces programmes. Et comme nous l'avons montré, avec des initiatives comme Agra, ils vendent de vieux engrais, de vieux modèles venant de la première révolution verte comme s'il s'agissait d'innovations nouvelles. Deuxième point, et encore plus important, en faisant cela, ils ignorent toute une série de recherches récentes qui nous montrent pourquoi ces politiques
doivent être remplacés par l'innovation via des systèmes alimentaires durables tels que l'agroécologie. C'est ce dont ont besoin les agriculteurs parce que c'est durable et abordable. C'est une manière de restaurer leur sol, la diversité de leurs semences et la diversité de leur alimentation. Merci et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Tim. C'était très intéressant. Vous avez parlé de l'échec du projet agro et comment les cultures qui sont censées de fonctionner ne fonctionnent pas. Et comme vous avez dit, il y a des initiatives qui vendent des anciens engrais et ils ignorent la recherche sur l'agroécologie. Je pense qu'il faut vraiment nous concentrer nos efforts sur cela et comment l'agroécologie est une manière durable pour les petits exploitants. J'aimerais terminer notre conversation ici et puis on peut regarder les questions. La première question, c'est pour Mariam. Quelle est la manière la plus effective pour les citoyens du Nord de montrer leur soutien à leurs frères et sœurs dans le Sud? Mariam, la parole est à vous. Est-ce qu'il sera possible d'écouter Mariam pour répondre à cette question? Vous m'entendez pas, Barbara? Non, je ne vous entendais pas, Mariam. Vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Je me parlais à moi-même. Il y a beaucoup d'investissements dans l'agriculture africaine. Il y a beaucoup de projets de développement qui viennent du Nord. Je pense que j'essaie de diriger notre attention plutôt vers le problème systémique et les questions systémiques qui gardent l'Afrique avec un manque de ressources. Donc, il faut se demander comment les investissements sont faits et en quel secteur, dans quelles industries. Nous faisons un appel à tout le monde, à des foyers internationaux pour nous aider. Notre futur qui est basé sur les carburants n'est pas possible. Il faut renforcer les mouvements locaux. Ça va aider l'Afrique à se diriger vers des gouvernements qui sont plus efficaces au lieu de recevoir de l'aide financière du Nord. Ça, c'est la direction qu'il faut prendre. Il faut aussi adresser la question de la dette climatique. L'Afrique paye une partie disproportionnée en termes de dette climatique. Merci. Désolée, Mariam, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. La prochaine question, c'est pour Dr. Vandana.
Quelle est votre perspective pour le système alimentaire de l'ONU? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que Tim a très bien adressé cette question. C'est le projet de Bill Gates, l'AGRA et le système onusien. Il faut vraiment surveiller et regarder ce sommet de système comme la privatisation des institutions publiques. L'ONU est une institution mondiale. Si cela appartient à les billionnaires, ça va nous détruire. Bill Gates est vraiment... il travaille beaucoup avec les ONG. Il travaille avec les ONG dans les Philippines et au Bangladesh. Je l'ai écrit dans mon livre. Il n'a aucune compréhension de la vie et comment les personnes vivent. C'est pour ça qu'il faut défendre nos institutions de gouvernance régionaux, locaux, internationaux, nationaux. Il faut défendre vos projets et prévenir la dérégularisation qui est la colonialisation. Donc, une dernière question pour Tim. Comment est-ce que les gouvernements puissent s'adresser à la question des financements? Est-ce que les pouvoirs onusiens sont assez? Est-ce que le panel pense que les ONG européens servent aux besoins du Sud ou est-ce que c'est un pouvoir colonialiste? Tim, la parole est à vous. Bon, je vais essayer de répondre à ces questions assez très importantes. J'étais choquée quand je faisais ma recherche pour mon livre sur l'avenir de la nutrition. Et ça, c'est le pouvoir des agribusiness. Il y a des politiques nationales des gouvernements en Afrique qui sont liées à cette question. Les entreprises multinationales ont beaucoup d'influence, même dans mon pays, aux États-Unis. Ils contribuent beaucoup au lobbying aux États-Unis, même plus que l'industrie de la défense, les agribusiness aux États-Unis. Puis, pensez à un gouvernement comme au Malawi, par exemple. Le revenu annuel de Monsanto est plus important que le PIB de Malawi. Beaucoup de personnes parlent de le partenariat public entre le gouvernement au Malawi et avec des entreprises comme Monsanto. Mais moi, je dis, ça, c'est comme une relation entre un marteau et un clou. Et essayer d'appeler ça un partenariat. C'est très clair que le marteau a beaucoup plus de pouvoir. Et le Malawi sait ça très bien. Donc, il laisse Monsanto rédiger la première version de la politique des semences qui a menacé l'avenir de l'agriculture en Malawi. Heureusement, ils ont pu lutter contre ça, mais il y a des économies locales, des écologies locales, et ils ont besoin d'aide. Mais il faut les aider et servir leurs intérêts et pas les intérêts des entreprises multinationales. On parle beaucoup de la souveraineté alimentaire et il faut donner les gouvernements en Afrique le pouvoir de faire ces choix eux-mêmes. Le Mexique, juste pour conclure et donner un peu d'espoir, ils ont adressé la question de la souveraineté alimentaire et ils ont décidé de prohiber
le glyphosate, un herbicide, et aussi la cultivation des OMG pour une peur de contamination de la biodiversité. Et ça, c'est une assertion de la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Tim. C'était une très bonne réponse. Je pense qu'on est maintenant à la fin de notre session. Barbara, est-ce que je peux partager des bonnes nouvelles? Le Pérou a approuvé la recommandation pour une moratoire de 15 ans des herbicides au Pérou. Je pense que les Britanniques doivent ont beaucoup à apprendre là. Oui, il faut parler davantage de ces questions. C'est très bien qu'il y a des pays qui disent non aux OMG. Donc là, on peut conclure notre session sur un point positif. Merci à tout le monde. Et on va retourner aux sessions Zoom pour des autres questions. Pour tous les autres panélistes. Merci beaucoup. Merci Barbara.